The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire. Je suis Mathieu Zenel. Je vous propose de patienter 2 ou 3 minutes pour permettre à d'autres participants de se connecter. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire. Nous allons démarrer dans 2 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir démarrer notre webinaire. Tout d'abord, je voulais vous remercier de votre participation. Ce webinaire est consacré à la thématique industrialisation et passage à l'échelle de l'intelligence artificielle. Pour me présenter rapidement, je suis Mathieu Zenel, directeur AI Success chez DataRobot. Mon rôle est d'accompagner nos clients dans la mise en place et le rendre le client successful avec la plateforme DataRobot et leur permettre de réaliser rapidement un ROI sur leur investissement et initiative IA. Pour ce webinaire, je suis accompagné par 2 data scientists de chez DataRobot, Maxence Jeunesse et Mingli Gridel. Dans ce webinaire, vous allez découvrir tout d'abord pourquoi l'industrialisation de l'IA à l'échelle n'est pas un succès aujourd'hui. Ensuite, nous allons parler des méthodes et des bonnes pratiques pour obtenir les meilleurs résultats à chaque étape de vos initiatives IA. Après, nous allons avoir une démonstration directe de la solution DataRobot MLOps où vous allez découvrir concrètement comment déployer, superviser, gérer et gouverner vos modèles en production. Et enfin, nous avons prévu une session de Q&A où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, je vous invite à les poser au fur et à mesure dans la fenêtre questions du webinaire.
Donc, ce webinaire est enregistré. Vous allez recevoir l'enregistrement et les slides dans les 24 heures. Pour vous donner une idée sur la société DataRobot, elle a été fondée en 2012 par deux data scientists qui sont Jérémy Aquin et Tom de Godoy. À l'origine, ils ont créé DataRobot et la solution AutoML, qui est la première, la solution Automated Machine Learning, pour une raison fondamentale qui est la démocratisation du machine learning afin de permettre au plus grand nombre d'acteurs d'accéder à cette science qui est la data science et au machine learning. D'une part, pour pouvoir permettre à des profils non data scientists de créer et déployer des modèles performants, mais aussi pour permettre aux équipes data scientists d'être plus productifs dans leurs projets machine learning. Aujourd'hui, DataRobot, c'est le leader mondial de l'IA d'entreprise avec 1100 salariés, dont 400 data scientists et 800 clients répartis sur les 5 continents. En France, nous sommes une dizaine de collaborateurs et une vingtaine de clients dans pratiquement tous les secteurs industriels. Aujourd'hui, next, la plateforme DataRobot couvre quasiment tout l'éventail de l'IA d'entreprise. Il s'agit d'une plateforme intégrée de bout en bout. À gauche du slide, vous avez l'acquisition et le traitement des données brutes jusqu'à déploiement des modèles en production et la création de valeur attendue par les modèles machine learning et leur intégration dans les processus métiers et aussi en passant par l'apprentissage machine des modèles. Pour schématiser, il y a 4 produits. Le produit Paxata Data Prep pour préparer les données à la modélisation, le module AutoML pour construire, évaluer, optimiser des modèles machine learning en mode autopilote, mais pas que, il y a d'autres modes d'apprentissage proposés. Puis le module AutoTime Series pour gérer des cas d'usage spécifiques avec des données type série temporelle. Et enfin, le module MLOps, la case verte, c'est le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui pour déployer, surveiller et gérer les modèles en prod. Ces 4 modules sont bien intégrés, mais ils peuvent être considérés séparément. Ils sont disponibles en mode SaaS ou bien on-premise, en mode sur votre cloud privé par exemple, et compatible avec la majorité des fournisseurs de cloud d'aujourd'hui. Next. Donc nous allons introduire d'abord le sujet autour de l'opérationnalisation des modèles machine learning en production. Next. On le sait aujourd'hui que l'IA et le machine learning sont en train de transformer pratiquement tous les secteurs industriels. Mais le problème, c'est que de nombreux projets IA échouent. Vous le savez, déployer des modèles machine learning, aujourd'hui, des modèles performants est un processus assez complexe et parsemé de défis et de pièges. Les chiffres le montrent bien, seulement 4% des acteurs arrivent à relever ces défis avec succès. Parmi ceux qui réussissent, plus de 90% d'entre eux donc n'arrivent jamais à déployer leur modèle en production. La raison principale évoquée en est la complexité liée à l'opérationnalisation de ces modèles. Pire encore, une fois le modèle déployé en production, très peu font de la surveillance de ces modèles en prod au fil du temps. Donc, de nombreux projets IA échouent, faute en fait de pouvoir s'appuyer sur une architecture, une stratégie capable de prendre en charge la création, le déploiement et la surveillance des modèles. Donc chez DataRobot, nous pensons que l'IA doit être pensée et considérée comme un actif stratégique de l'entreprise avec des caractéristiques propres à l'IA. Pour cette raison, il faut donc adopter une stratégie globale d'industrialisation de l'IA qui soit partagée par vos équipes, à la fois data science et IT, et qu'elle soit alignée avec vos processus informatiques existants. Next. Aujourd'hui, vous avez probablement plusieurs équipes data scientists qui utilisent une variété de langages, de techniques, d'outils machine learning très différents, très variés.
pour mettre en place des cas d'usage qui sont vraiment spécifiques à leur métier, comme la fraude, le marketing, etc. Et donc cette slide le décrit bien, mais en pratique, les différentes approches sont très spécifiques, hein, et ne considèrent que rarement ou ne prennent en compte que rarement la complexité de la vie quotidienne de la production informatique. De l'autre côté du slide, ou du fossé, si j'ose dire, il se trouve la réalité de la production informatique. Bah, il s'agit généralement d'un ensemble hétérogène de systèmes et d'environnements que votre équipe IT gère au quotidien. C'est là où il se trouve vraiment vos modèles, normalement, et où ils doivent être utilisés afin d'en tirer un bénéfice. Donc je pense que vous avez commencé à mesurer l'étendue du problème. Bah, le problème, c'est justement ce grand fossé entre ces deux environnements. D'un côté, on a l'environnement de déploiement et d'exécution des modèles en production, qui est très différent de l'environnement de construction de modèles machine learning. Et comme le machine learning est une science très spécifique et il a ses propres contraintes, notamment de qualité, de construction, en termes de sécurité, etc., ben, il faut trouver une solution viable à ce problème que nous appelons chez DataRobot le gap de production. Donc cet écart entre les deux environnements. Ben, pour combler ce fossé ou ce gap, il faut imaginer une sorte de couche d'abstraction avec des processus intégrés afin d'unifier les méthodes de déploiement et gérer les modèles, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, où ils doivent être déployés, afin d'aider vos équipes à la fois IT et data science à bien collaborer dans ce qu'on appelle chez DataRobot la couche MLOps. Next. Dans cette couche MLOps, il y a 4 briques essentielles. La première, c'est il faut avoir un cadre cohérent pour déployer vos modèles en production, mais on le sait, cette tâche n'est pas facile. Chaque data scientist a ses outils, langages et techniques préférés, avec des cas d'usage très variés. Donc, la problématique, c'est que votre équipe informatique n'a pas la même terminologie ou les mêmes contraintes de qualité, d'exécution, etc. Pour cela, les data scientists sont contraints de contourner les procédures de gouvernance IT et ils déploient leurs modèles sur des plateformes propres à eux. Et on est bien d'accord que cette situation n'est pas optimale et introduit un nouveau type de risque pour l'organisation. Deuxièmement, il faudra surveiller ces modèles en prod. Vous savez que le machine learning, les modèles machine learning se basent sur des données et les données évoluent au cours du temps, donc il faut une surveillance de leur performance. Et le problème, les outils traditionnels de gestion ne sont pas conçus pour faire cela. Et donc, un problème qui est aujourd'hui bien connu, qu'on appelle la dérive de données, ce problème, il faut le surveiller en temps réel. Nous allons en parler en détail lors de la démonstration de la plateforme. Troisièmement, il y a aussi la notion de gestion du cycle de vie des modèles en production. Il faut le maintenir, les mettre à jour et s'assurer qu'ils sont toujours conformes à la réglementation. Et aussi pouvoir automatiser ce pipeline de production et avoir un workflow de validation, de changement de version, des modifications apportées au modèle. Donc, il faut un cadre de contrôle pour gérer le cycle de vie des modèles. Et enfin, le dernier point, c'est la gouvernance des modèles en production. Donc, vous devez être en mesure de contrôler vos modèles et contrôler notamment les accès à ces systèmes critiques et avoir la capacité de gérer les modèles toujours en conformité avec les normes de sécurité, les normes internes à l'entreprise, mais aussi avec des normes réglementaires. Et aussi pouvoir identifier, avoir une piste d'audit des différents changements, modifications apportés aux environnements et aux modèles en production. Next. Cette nouvelle approche, MLOps, qui est l'opérationnalisation du machine learning en production, s'agit essentiellement d'une combinaison de meilleures pratiques et de technologies afin de permettre à votre organisation de jeter les bonnes bases
de gestion des déploiements des modèles. Aussi, MLOps sera la meilleure interface où vos équipes data science et IT vont pouvoir travailler en bonne intelligence pour déployer, surveiller, gérer vos modèles en prod. Next. Ben, conscient de ces enjeux, DataRobot a mis au point une solution qui est la solution MLOps pour permettre la scalabilité ou le passage à grande échelle de vos initiatives IA. Cela résume la vision stratégique DataRobot en tant que plateforme IA d'entreprise à la fois ouverte et intégrée. Ben, DataRobot MLOps est une solution qui couvre tous les scénarios de déploiement, une solution unique pour tous vos modèles de production, quel que soit l'endroit où ils sont créés ou déployés. Cela inclut pratiquement tout type de modèle, langage, infrastructure ou environnement. Après, MLOps est conçu par design pour permettre la surveillance de la qualité des modèles, de pratiquement tous les modèles en production, quel que soit l'endroit et quel que soit le type. Et vous allez pouvoir suivre et surtout comprendre la santé de la performance de vos modèles en temps réel au fil du temps. Aussi, MLOps gère automatiquement le cycle de vie. Il vous alerte lorsque vos modèles deviennent obsolètes ou erratiques, vous aide à bien comprendre les raisons de ces écarts et finalement, il prend en charge plusieurs méthodes pour mettre à jour ces modèles sans impacter le service métier sous-jacent, sans interrompre le service donc. Et enfin, MLOps fournit un cadre de gouvernance centralisé pour tous vos modèles de machine learning en production afin de gérer les risques et bien contrôler leur conformité. Voilà pour l'introduction au sujet MLOps. Maintenant, je vais passer la main à mon collègue Maxence Jeunesse pour vous donner plus de détails sur les fonctionnalités de MLOps. Merci Maxence. Merci beaucoup, Mathieu. Comme tu l'as très bien évoqué, MLOps, c'est un produit pour plein de scénarios de déploiement différents. On va en évoquer 5. Alors, le premier scénario, c'est vous avez la plateforme DataRobot installée du coup soit on-prem, soit comment dire, sur votre VPC où vous utilisez le Managed Cloud de DataRobot. Vous avez construit votre modèle, vous le déployez. Il est déployé sur les serveurs de prédiction de la plateforme DataRobot et derrière, il est monitoré par l'outil MLOps, donc a servi à la fois à déployer et monitorer le modèle. Ensuite, deuxième scénario, vous pouvez du coup déployer votre modèle DataRobot, mais vous le déployez ailleurs sur une autre infrastructure qui pourrait être, par exemple, c'est pas un cluster Kubernetes ou votre propre service, de cloud privé à vous. Troisième scénario, c'est que maintenant, vous avez, avec MLOps, la possibilité d'avoir des modèles que vous avez déjà construits. Ces modèles que vous avez déjà construits par les équipes de data science, on va être en mesure de les pousser dans MLOps et ils vont être déployés. Alors, ils peuvent être déployés sur la plateforme, évidemment, DataRobot, mais également sur d'autres infrastructures. Donc, cette idée, on la sent, on a cette idée de, comment dire, le plus possible d'avoir quelque chose de matriciel avec d'un côté la possibilité d'avoir différents environnements de développement et de l'autre côté, d'avoir une flexibilité sur le déploiement, donc une flexibilité sur l'infrastructure de déploiement. Et il y aura un endroit, donc MLOps, une plateforme qui va se charger d'assurer cette flexibilité et le monitoring et du coup le management au sens le remplacement des modèles, etc. Tout ça garanti par le fait qu'il y a une traçabilité des changements, c'est tout ce qui est l'aspect gouvernance. Dernier scénario, vous avez des modèles qui ont été déjà déployés quelque part ailleurs et vous voudriez quand même les monitorer.
et vous voudriez que ce soit centralisé, c'est-à-dire que vous avez déployé différents modèles ailleurs et vous avez un modèle qui est déjà déployé quelque part ailleurs, grâce aux outils, donc aux agents de monitoring du coup, de la plateforme MLOps, donc, composante DataRobot, vous êtes en mesure de pouvoir les monitorer en un seul et même endroit. Donc, voilà un peu cette idée des différents scénarios de déploiement possibles, et tout ça à l'aide d'un seul outil centralisé. Je vais laisser la parole maintenant à Minh Ly, qui va vous parler plus amplement de l'outil MLOps. Merci Maxence. Donc, comme Mathieu l'a dit, on a vu qu'il y avait différents déploiements, des scénarios de déploiement qui étaient possibles, le monitoring, la gestion du cycle de vie des modèles et la gouvernance. En termes de monitoring de l'ensemble de vos modèles, qu'est-ce que DataRobot MLOps vous offre? Dans un premier temps, la plateforme MLOps va vous fournir un dashboard où tous vos déploiements seront centralisés. Vous pourrez voir la santé de vos modèles suivant 3 métriques: le service, la dérive des données et la performance au cours du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces métriques vont vous être fournies en temps réel. Par conséquent, lorsque vous avez un nouveau déploiement, par exemple, à partir du moment où vous faites vos premières prédictions, vous allez savoir comment le déploiement se comporte en termes de service, de dérive des données, etc. Donc, vous n'aurez jamais de déploiement avec un statut inconnu. On va descendre un petit peu dans chacune de ces 3 métriques de santé et vous montrer ce qu'elles vous fournissent. La première métrique, c'est la métrique de service. La métrique de service est souvent regardée par les équipes IT et opérations. Ce que vous aurez, c'est dans un premier temps, vous allez pouvoir voir ici un slider de temps où vous pourrez sélectionner une période sur laquelle vous avez fait des prédictions et vous pourrez observer des métriques de consommation du modèle, par exemple le nombre de prédictions qui ont été faites sur une période de temps, le nombre d'appels au modèle, le nombre de personnes qui ont fait des prédictions, ainsi que les erreurs liées à vos données en entrée ou alors les erreurs liées à vos serveurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour l'IT, pour s'assurer que les déploiements sont en bonne santé, d'un point de vue service. Maintenant, il y a aussi une autre métrique qui est la performance au cours du temps. Lorsque vous utilisez un modèle machine learning prédictif, vous faites donc des prédictions. Après ces prédictions, vous allez prendre des actions potentiellement. Et ce qu'il va se passer, c'est que par exemple, si vous prenez le cas d'usage où vous êtes en train de prédire si quelqu'un va faire défaut d'un prêt, il y a un moment où vous saurez si la personne a réellement fait défaut ou non. Donc, vous aurez les résultats finaux. Eh bien, ces résultats finaux, vous voulez en général les comparer avec les prédictions. Et c'est possible grâce à la plateforme MLOps. Vous prenez ces résultats, vous les renvoyez dans la plateforme et nous, on s'occupe de les comparer avec les prédictions qui ont été faites. De la même façon que pour le service, vous pouvez sélectionner une période pendant laquelle vous avez fait des prédictions et on vous montrera sur cette période quelles sont les métriques de performance. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent regardé par les équipes data science ou modélisation. Par exemple, si c'est une classification binaire, vous aurez le log loss, l'AUC, etc. Vous aurez aussi ces informations, par exemple, de log loss pour chaque jour où vous aurez fait des prédictions et vous pourrez comparer les résultats de prédiction et les résultats réels. Ça, c'est assez intéressant pour les équipes de modélisation pour qu'elles se rendent compte si leur modèle commence à devenir obsolète et qu'elles se posent la question de remplacer ou non le modèle. Mais il y a une troisième métrique de santé qui est celle que personnellement j'affectionne le plus, qui est la dérive des données. Si je reprends l'exemple que je citais précédemment, je prédis si quelqu'un va faire défaut d'un prêt ou non. Ce que les banques font souvent, c'est prédire sur les 12 premiers mois si la personne va faire défaut. Donc, si je veux savoir les résultats réels, il faut que j'attende 12 mois. Et en 12 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Potentiellement, mon marché a changé, mon modèle est déjà devenu obsolète. Du coup, on a raté des informations parce qu'on attendait les résultats. Eh bien, avec la métrique de dérive de données, on peut capter indirectement si le modèle commence à se dégrader. Comment on fait ça? Eh bien, bon, ici, encore une fois, on sélectionne la période de temps que l'on souhaite. Et ce que DataRobot va regarder, c'est les variables que vous utilisez en entrée de votre modèle.
Donc, si je veux savoir si quelqu'un va faire défaut, je vais par exemple utiliser l'âge, le salaire annuel, le montant du prêt. Si je suis dans un pays où ça existe, je peux avoir la note de crédit de cette personne et ce genre de choses. Et donc, on garde, en fait, on va regarder ces informations que vous utilisez en entrée et on va comparer si la distribution de ces variables lorsque vous faites des prédictions est différente de la distribution de ces variables lorsque vous avez entraîné votre modèle. Et si c'est le cas, on va vous dire que telle variable ou telle variable est en train de dériver. Vous pourrez alors décider une nouvelle fois de réentraîner votre modèle, le remplacer par une version qui est plus récente. Donc voilà les trois métriques, service, performance et dérive des données. Pour chacune de ces métriques, si jamais il y a un changement de régime qui met le déploiement à risque, eh bien, vous aurez des petites alertes qui vont se lever. Donc, on a trois types de drapeaux, vert, jaune, rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas utile de se connecter à la plateforme MLOps tous les jours pour se rendre compte si son déploiement est passé sur un drapeau plus risqué. Tout simplement, vous pouvez, pour chacun de vos déploiements, vous inscrire aux notifications, soit aucune, soit uniquement les notifications critiques ou absolument l'ensemble d'entre elles. Vous pouvez, pour les trois métriques de santé, indiquer la fréquence à laquelle vous voulez être notifié, ainsi que les seuils, par exemple les seuils de métriques de performance où vous considérez que le drapeau devient rouge, etc. Ce qu'on voit dans le petit encart blanc, c'est un exemple d'email que vous pourriez recevoir en vous disant « Attention, voici les problèmes liés à votre déploiement ». Et puis, vous avez un bouton qui vous permet tout simplement, lorsque vous cliquez dessus, de vous retrouver sur la plateforme MLOps et d'aller investiguer de façon dynamique dans la plateforme ce qu'il s'est passé. Maintenant qu'on a vu qu'on pouvait monitorer les modèles, on peut se rendre compte quand est-ce qu'ils vont avoir une performance qui se dégrade ou alors lorsque le marché n'est plus adapté au modèle lorsqu'on l'a entraîné. On va vouloir potentiellement les remplacer. Donc, dans DataRobot, il est assez aisé de remplacer un modèle par une nouvelle version, que ce soit un modèle DataRobot ou alors votre modèle que vous avez codé en Python. L'avantage qu'il y a, c'est lorsque vous remplacez ce modèle, dans le back-end, c'est DataRobot qui va s'occuper de pointer vers la nouvelle version. Et les applicatifs qui utilisent ce déploiement ne vont pas être impactés. Il n'y aura pas besoin, par exemple, pour un appel API, il n'y aura pas besoin de changer l'appel API parce que les pointeurs, nous pointons directement vers la nouvelle version sans que cela impacte l'appel API. Ensuite, toujours dans cette optique de cycle de vie, à chaque fois que vous faites une modification sur votre déploiement, par exemple une modification parce que vous changez le modèle ou alors parce que vous changez peut-être l'aspect critique ou non de ce modèle pour votre organisation, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces informations est sauvé et qu'il y a un workflow d'approbation qui est mis en place. Vous allez notamment avoir au sein des équipes IT souvent un administrateur déploiement qui va pouvoir observer l'ensemble des modifications que vous faites sur les déploiements et, le cas échéant, les approuver ou non. Maintenant, ces trois choses qu'on a vues, les différents scénarios de déploiement, le monitoring et le cycle de vie des modèles, il faut à chaque fois, bien sûr, intégrer les bonnes pratiques de gouvernance. C'est quelque chose qui est plutôt compliqué dans les organisations lorsqu'il y a beaucoup d'équipes, beaucoup d'environnements différents, s'assurer que tout est standard et tout suit conformément à la politique de gouvernance de l'organisation, c'est souvent un casse-tête. Donc, la première chose qu'on va faire en termes de gouvernance, c'est que pour les trois métriques que je vous ai montrées, service, dérive des données et performance au cours du temps, lorsque vous faites des changements de modèle et des nouvelles versions, eh bien, vous conservez toutes les informations que vous aviez pour chacune de ces métriques. Et si, par exemple, vous voulez voir combien de prédictions ont été faites le 7 juillet 2017, eh bien, vous pouvez retrouver toutes les informations de service qui étaient liées au modèle à l'époque, etc. Ensuite, pour chacun des déploiements, eh bien, on va pouvoir vérifier de façon facile qui a accès à ce déploiement et avec quel droit. J'espère que ce n'est pas arrivé dans votre entreprise, mais moi, je connais quelqu'un qui est arrivé dans l'entreprise et sans faire exprès, il a supprimé un déploiement. Et c'était un déploiement qui était assez important.
Bon, voilà, ça c'est le genre de choses où d'un point de vue gouvernance, normalement, ce n'est pas autorisé, mais d'un point de vue technique, parfois, il y a des failles. Ici, ça ne sera pas possible parce que tous les déploiements, vous avez la liste des personnes qui y ont accès et vous savez si elles ont un rôle propriétaire, utilisateur ou consommateur. Uniquement les propriétaires peuvent supprimer un déploiement. Les consommateurs, par exemple, peuvent utiliser le modèle et faire des prédictions, mais ils n'ont pas accès au dashboard de monitoring du déploiement. Donc ça, c'est des choses qui nous ont été communiquées par nos clients et qu'on a fait en sorte d'intégrer dans la plateforme MLOps. Avant d'aller vers les avantages de la plateforme MLOps, je vous propose de faire une démo. Donc, je vais passer sur mon compte MLOps. J'espère que vous le voyez. Et dans cette démo, je vais vous montrer tout l'aspect monitoring que je vous ai expliqué précédemment, ainsi que vous montrer comment on déploie un modèle en Python, qui a été codé en Python, comment on le déploie dans DataRobot et comment on fait des prédictions. Alors ici, c'est mon compte MLOps que j'utilise sur le cloud et je vois que chaque ligne est un déploiement auquel j'ai accès. En tout, j'ai 12 déploiements actifs. Je vois de façon très rapide comment ils s'en sortent d'un point de vue santé, donc sur le service, la dérive des données, la performance. Et aussi, ce que je peux me rendre compte, c'est que l'ensemble de ces métriques sont fournies en temps réel. Par exemple, il y a quelques secondes, pour ce premier déploiement, il y a 4 prédictions qui ont été faites. Et pour le troisième, il y a quelques secondes, il y a 5 prédictions qui ont été faites. Donc, je vais vous montrer un cas d'usage bancaire pour qu'on investigue comment on monitore un modèle. Je vais sélectionner ce déploiement-là. Et ici, lorsqu'on l'ouvre, eh bien, dans un premier temps, on va avoir la partie Overview qui va nous renseigner un petit peu sur ce que le modèle fait. Je vois que c'est un modèle qui a été créé en Python. Et ici, il y a une description d'un point de vue métier, ce que fait le modèle. Donc, c'est un modèle qui va prédire, lorsque quelqu'un demande un prêt, si la personne est à risque de faire défaut. Pour les data scientists présents ici, donc c'est une classification binaire qui va me dire oui, la personne fait défaut, non, la personne ne fait pas défaut, et en fonction de ça, la banque pourra choisir de fournir le prêt ou non. Donc, pour information, ces données qu'on a utilisées pour entraîner ce modèle, elles viennent de la plateforme Lending Club, qui est une start-up aux États-Unis, qui a été montée par un Français. Et cette fintech fournit ces données de façon open source, donc on peut les utiliser. Je vois ici que d'un point de vue gouvernance, je sais qui a créé ce modèle, qui l'a déployé, et je peux aussi voir qui a approuvé le modèle. Car, comme je vous le disais, l'ensemble des grosses décisions faites à un déploiement doit être approuvé par les administrateurs déploiement. Donc, allons voir comment ça se passe d'un point de vue service dans un premier temps. Je vais juste dans la partie service ici, qui est en général à destination des IT. Donc, dans un premier temps ici, je vais avoir un slider de temps sur lequel je peux sélectionner une période pendant laquelle j'ai fait des prédictions. Donc, j'ai commencé à partir du 1er mai jusqu'à aujourd'hui. On a à peu près 1 mois et demi. Et en 1 mois et demi, vous voyez qu'il y a presque 1 million 1 million de prédictions qui ont été faites sur des demandes de prêt. En tout, ça a été 100 000 appels API. Je vois combien de personnes ont fait ces prédictions, s'il y a eu des erreurs liées à la donnée, s'il y a eu des erreurs liées au système. Et bien sûr, ici, je vois les informations au cours du temps. Donc, si je clique sur n'importe laquelle de ces métriques, par exemple les consommateurs, je vais pouvoir voir quel jour il y a une personne seulement qui a fait des prédictions, quel jour j'ai eu 2 personnes qui ont fait des prédictions, etc. Ou alors, ici, je peux voir le nombre de prédictions qui ont été faites chaque jour et, par exemple, me rendre compte s'il y a eu un jour où il y a eu un pic d'activité ou inversement. Donc, ici, pour l'équipe IT. Maintenant, comme je vous le disais, on a aussi la performance au cours du temps. Donc, je vais aller dans la partie performance ici. Et je retrouve mon slider de temps. Ici, on a été capable de renvoyer si la personne a fait défaut ou non. DataRobot a joint les prédictions et les résultats réels. Et on peut voir sur cette période de temps la log loss, l'AUC, etc. Donc, ça, c'est des métriques qui sont très utiles en général dans les classifications binaires. Si c'est une régression, eh bien, vous aurez des métriques associées. Je vois aussi, par exemple, là, c'est la log loss sur l'ensemble de ma période de temps, mais je vois aussi la log loss pour chacun de mes jours. Donc, je peux me rendre compte s'il y a un jour où le modèle a été moins performant. Très pratique pour les data scientists pour se rendre compte que le modèle est en train de décroître.
Et enfin, la dérive des données, qui est la plus intéressante. Donc, dans la dérive des données, on va avoir 2 tableaux. Ici, on voit un petit tableau avec des points. Eh bien, chacun de ces points, c'est une variable que j'utilise en entrée pour prédire si quelqu'un va faire défaut. Par exemple, ce point-là, c'est la variable qui me dit pourquoi la personne a fait après. Est-ce que c'est parce qu'elle va se marier? Est-ce que c'est pour acheter une maison, une voiture, ce genre de choses? Et donc, on va sélectionner les variables les plus importantes pour le modèle, c'est ce qu'on voit en abscisse. Et en ordonnée, on va vous montrer la dérive. Donc, la métrique de dérive qui est présentée ici, c'est la métrique PSI, Population Stability Index. C'est la métrique, notamment, je sais qu'en Asie, les régulateurs demandent une analyse de cette métrique pour s'assurer que les modèles des banques ne sont pas en train de se dégrader. Ici, c'est fait tout automatiquement en temps réel. Alors que, par exemple, un de mes clients en Asie le faisait une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, et il passait beaucoup de temps car il le faisait manuellement. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est en fait, lorsque je vois la partie modèle, je vois que je suis en train de regarder le modèle actuel. Mais en fait, pour mes 3 métriques de santé, je peux voir les versions de mes modèles précédents. Donc, je vois que j'ai déjà changé ce modèle 3 fois, donc j'ai 4 versions. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé, par exemple, sur la première version de ce modèle qui a été déployé en mars 2019. Donc, on va se concentrer peut-être sur le tout début du déploiement de ce modèle et on va se mettre dans une résolution semaine. Et ici, on peut voir eh bien, comment se comportaient les variables à ce moment-là. Donc, on voyait que, par exemple, que cette variable était un petit peu haute en termes de dérive. Et pourquoi avons-nous remplacé ce modèle? En fait, il s'est passé quelque chose. Et laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé. En juillet 2019, lorsqu'on a commencé à regarder la dérive des données, on s'est rendu compte qu'on avait 3 variables qui commençaient à dériver fortement. Donc ici, on a la grade. Donc, comme c'est des données qui viennent des États-Unis, c'est le risque, la note de crédit des Américains, qui est A, B, C ou D. Et donc, cette note a commencé fortement à se dégrader. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui demandaient des prêts avaient un profil de note de crédit qui était assez différent de lorsque j'ai entraîné mon modèle. On voit qu'il y a aussi le taux d'intérêt. Donc, je me dis, il y a un problème ici et je peux cliquer sur cette variable. Et ici, ce que je vais voir, c'est tout simplement, je vais pouvoir comparer la distribution de cette variable sur la période de temps que j'ai sélectionnée. Donc, en bleu clair, ici, je vois la distribution de cette variable sur le mois de juillet 2019. Et en bleu foncé, je vois la distribution de cette variable lorsque j'ai entraîné mon modèle. Et je peux voir aisément qu'il y a la différence entre ces distributions se pose sur les notes E. Je lis que 7% de mes demandes de prêt, lorsque j'ai entraîné mon modèle, c'était des gens qui avaient des notes E. Et quand je fais des prédictions, j'en ai presque 0% qui ont cette note. Donc, que s'est-il passé? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste sur le mois de juillet? Ou alors, est-ce que j'attends un petit peu et je peux me rendre compte peut-être au mois d'août, c'est toujours le même comportement? Donc, on est allé voir sur le blog de Lending Club ce qui s'était passé. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé leur police d'acceptation de prêt. Et ils ont juste dit, tous les gens qui ont des notes E, eh bien, vous ne pouvez plus faire de prêt sur la plateforme Lending Club. C'est pour ça qu'ils ne faisaient plus c'est pour ça qu'on ne voyait plus de demandes de prêt avec des notes E, tout simplement. Donc là, on se rend compte que notre modèle commence à être utilisé sur des données qui sont différentes des données d'entraînement et donc il est en train de se dégrader. Donc on va pouvoir tout simplement collecter des données un petit peu plus récentes et ensuite le remplacer par un modèle plus récent. Donc comme je vous le disais, là, lorsque ça s'est passé, on a commencé à avoir un drapeau rouge. Pas besoin de se connecter tous les jours pour me rendre compte qu'il y a un drapeau rouge. Dans les paramètres, je peux aller dans l'aspect notification et je peux, par exemple, dire que je veux être notifié pour les événements critiques. Je peux ensuite spécifier ici à quelle fréquence je veux être notifié et puis potentiellement quels sont les seuils associés pour chacune de mes alertes. Voilà un petit peu comment on monitore un modèle dans DataRobot, que ce soit un modèle DataRobot, un modèle Python R
ce que vous voulez, que vous avez créé, que vous avez intégré dans la plateforme, ou alors même un modèle que vous avez déployé à l'extérieur de DataRobot, qui est déjà déployé, sur lequel vous avez mis un agent de tracking qui vous envoie ces informations. Maintenant qu'on a vu le déploiement, voyons comment on déploie un modèle externe. Eh bien, dans un premier temps, vous allez prendre le modèle que vous avez créé. Peut-être que vous êtes un data scientist et vous avez codé un modèle en Python. Vous allez le mettre sous un format Pickle et vous allez juste l'uploader dans DataRobot, avec le jeu de données d'entraînement aussi. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter un nouveau déploiement ». Et ici, vous allez retrouver votre modèle que vous avez uploadé dans votre répertoire de modèles. Donc moi, il est là, j'en ai déjà uploadé un. Je vais le sélectionner et je vais le déployer. Donc, ce n'est pas le même cas d'usage, que je vous explique le cas d'usage qu'on a ici. Ici, nous avons des données qui viennent d'Asie, qui viennent d'une société de taxi en Asie. Et en fait, en Asie, il n'y a pas Uber, il y a un concurrent qui s'appelle Grab Taxi. Et les chauffeurs de taxi partent à la concurrence, ils vont chez l'équivalent d'Uber. Donc finalement, ce que cette entreprise voulait faire, c'est qu'elle voulait prédire dans les 6 prochains mois quels sont les chauffeurs de taxi qui vont partir à la concurrence. Donc, lorsque, voilà le modèle que j'ai uploadé, la cible, c'est est-ce que la personne va démissionner ou non. C'est une classification binaire, j'ai mis un seuil à 18%. Et j'ai uploadé mon jeu de données d'entraînement, ce qui va être très pratique pour vérifier la dérive des données. Ici, on me demande, est-ce que je veux utiliser ce qu'on appelle un identifiant d'association. Ça va être utilisé notamment lorsque vous voulez avoir la performance au cours du temps. Dans 6 mois, lorsque je saurai si mes chauffeurs de taxi sont restés ou pas, eh bien, je vais renvoyer les résultats, mais je veux pouvoir les joindre avec les prédictions de DataRobot. Donc, il faut une clé de jointure. C'est ce que je vais utiliser ici. Et donc, ma clé de jointure ici, ça va être l'identifiant du chauffeur, tout simplement. Je vais autoriser DataRobot à vérifier la dérive des données. Et ensuite, je peux cliquer sur Créer, mais bon, je vais quand même lui donner un petit nom à mon déploiement. Donc, je vais l'appeler webinaire du 12 juin 2020. Et on va cliquer pour créer ce déploiement. Là, DataRobot me demande quelque chose. Et c'est aussi très pratique pour l'équipe IT. Elle va me demander, le déploiement que tu mets en place, est-ce que c'est quelque chose qui est critique pour l'organisation? Typiquement, un modèle de risque dans les banques, c'est critique parce que la banque se repose largement sur ce genre de modèle. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est d'importance plus faible ou modérée? Bon, moi, je vais dire là, c'est modéré. Et je vais créer mon déploiement. La création du déploiement va prendre quelques minutes. La raison pour laquelle elle prend quelques minutes, c'est parce que c'est un modèle qui est en Python, qui est custom. Ce n'est pas un modèle DataRobot. Et du coup, la plateforme MLOps veut s'assurer qu'il n'y a pas de bug dans votre code. Elle va notamment s'assurer que le modèle fonctionne bien dans la plateforme et elle va lui envoyer quelques lignes à prédire et s'assurer qu'elle renvoie, que votre déploiement renvoie bien des prédictions. Ensuite, donc, je vais juste retourner dans mes déploiements et si je vais à la fin, je me rends compte que mon déploiement est ici. Donc, lorsque le modèle se déploie, ce qu'il va faire DataRobot, c'est qu'il va créer une API REST pour que je puisse communiquer avec mon déploiement. Lorsque j'ouvre mon déploiement, il y a quelque chose de différent par rapport à tout à l'heure, c'est que déjà, j'ai ce tag jaune qui est assez gros qui me dit que j'ai besoin d'une approbation. Et j'ai aussi cette information-là qui me dit que mon déploiement doit être revu. Bien, ça, c'est une des bonnes pratiques de gouvernance qui est qu'à chaque fois qu'un modèle est déployé dans votre organisation, dans la plateforme MLOps, l'administrateur déploiement est notifié, reçoit un email et il peut cliquer sur le bouton pour aller voir ici qui l'a déployé. Donc, c'est bien de mettre une petite description pour que la personne sache de quoi il s'agit, etc. Et elle va décider d'approuver le déploiement ou alors de vous contacter, la personne qui a déployé, pour vous poser des questions. Bon, là, je ne vais pas attendre d'approuver. Je vais déjà vous montrer comment on peut faire des prédictions. Je vous ai dit que DataRobot allait créer une API REST. Eh bien, pour trouver comment utiliser l'API REST, je peux aller dans la partie intégration. Je vois déjà que je peux m'intégrer avec d'autres éditeurs et aussi que j'ai un petit code qui est fourni en Python. Donc, je vais aller là-dessus. Le code, c'est une API REST, donc si vous le voulez en Java, en C#, que sais-je, bon, vous nous le dites, mais là, automatiquement, on vous le fournit en Python. Lorsque je regarde le code,
Bon, c'est un peu petit, mais ce que je vais pouvoir voir, c'est que c'est tout simplement une API, une request post qui va me renvoyer les prédictions dans un format JSON. Je peux aussi ici indiquer si je veux des explications de prédiction. Ça, c'est une partie d'explicabilité de la plateforme DataRobot. Si vous avez déjà utilisé le produit AutoML de DataRobot, vous savez de quoi je parle, mais ça va vous expliquer tout simplement pourquoi une prédiction est haute ou basse. C'est très, très important pour les banques parce que, par exemple, si vous dites à une personne que vous lui refusez un prêt, en France, la personne peut vous demander pourquoi et vous devez justifier pourquoi vous avez refusé le prêt. Et bien, avec ces explications de prédiction, vous pourrez lui dire pourquoi la probabilité, le risque de défaut qu'on lui associe est haut. Donc, je vais copier cette snippet et je vais juste la coller ici dans un petit fichier Python que je vais enregistrer. Voilà. Et je vais vous montrer comment on peut y faire appel. Donc là, je ne le fais pas depuis un applicatif, je le fais depuis mon terminal. Mais tout simplement, je fais un appel Python à ce petit fichier que je viens de mettre à jour et je vais lui envoyer un fichier avec quelques lignes de prédiction, donc savoir si mes chauffeurs vont démissionner. Je lance l'appel à l'API et ensuite, très rapidement, eh bien, je vais avoir les résultats. Donc, c'est sous un format JSON. Il va me dire pour chacun des chauffeurs que j'ai envoyé ici, eh bien, l'identifiant du chauffeur, si la probabilité est haute ou basse et pourquoi. On ne va pas regarder ces résultats. Ce que je veux vous montrer, c'est que lorsque je vais ici dans le service health, en quelques secondes plus tard, donc en temps réel, je vois tout de suite que ce modèle que je viens de créer avec vous, il vient d'être appelé. Il vient d'être appelé par une personne, une fois. Dedans, il a fait 700 prédictions. Et du coup, on peut même descendre à la résolution heure. Si je vais sur la dérive des données, je vais peut-être mettre à jour. Eh bien, la dérive des données va aussi être indiquée ici. Je vois que, par exemple, j'ai les petits logos qui sont affichés là. Et je vois les variables qui sont en train de dériver ou non. Je peux regarder leur distribution. Si plus tard, je récupère les informations sur les chauffeurs, eh bien, je pourrais les renvoyer et avoir la performance au cours du temps. Donc, ce que je veux vous montrer ici dans cette démo de déploiement, c'est que le temps de go-to-déploiement, le temps que vous passez à déployer un modèle, le monitorer, qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, que sais-je, eh bien ici, vous pouvez le faire de façon beaucoup plus rapide. Je vais rendre la parole à Mathieu pour les avantages de la plateforme MLOps. Merci beaucoup, Mingli, pour cette démonstration. Donc, vous l'avez bien vu, et pour conclure cette présentation, MLOps aujourd'hui vous permet vraiment, avec beaucoup de facilité et d'un processus vraiment très complexe, de passer à l'échelle avec vos projets IA et augmenter en volume et en sophistication dans cette démarche grâce en grande partie à l'automatisation. Mais aussi, il vous permet de surveiller en temps réel et maintenir et améliorer la qualité de vos modèles, tout type de modèle où il se trouve. Également, un point important, la collaboration entre vos équipes data science et production informatique. D'habitude, ces deux populations ne communiquent pas assez aujourd'hui. Et la conformité et la gestion des risques de votre environnement IA, machine learning, qui est donc garantie par MLOps. Et donc, pour finir, c'est vraiment la solution pour combler le gap de production dans la stratégie IA de votre entreprise. Nos clients nous le disent, notamment des grandes banques internationales, qu'avec MLOps, ils ont réussi à vraiment passer à l'échelle et tirer profit de l'IA et du machine learning. C'est devenu vraiment la pierre angulaire de leur structure et leur stratégie IA. Merci beaucoup de votre écoute. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans la fenêtre de questions. Si vous souhaitez creuser certains points de la solution MLOps, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous allez voir nos coordonnées à la fin de la présentation. Également, il y a MLOps, mais il y a d'autres modules, d'autres produits qui sont Paxata, DataPrep, l'AutoML ou l'AutoTime Series. Si vous souhaitez également savoir un peu plus, vous nous contactez pour une démonstration. Et maintenant, je vous propose de passer à la session questions-réponses.
J'ai une première question pour Maxence. Est-ce que je peux voir un écran de monitoring pour des groupes d'utilisateurs différents? Ou- Oui, tout à fait. Ouais. Par construction, en fait, la plateforme, chaque personne, quand il accède à l'écran de contrôle, il voit la liste des déploiements dont il est soit propriétaire, soit utilisateur. Donc, du coup, c'est comme ça il va y avoir des écrans différents. D'accord. Il y a une question. Est-ce qu'on peut avoir les slides et le replay, le podcast? Oui, tout à fait. Comme je disais en préambule, nous allons vous transmettre les slides et l'enregistrement d'ici lundi au plus tard. Une question concernant l'automatisation, notamment de renvoi des notifications des résultats de chaque jour de la performance de vos modèles. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire des notifications en temps réel? Mingli? Je vais Oui. prendre la question. Ouais. Ok, ça marche. Je te laisse répondre. Ouais. Du coup, en effet, donc je vous ai montré qu'on peut avoir la performance au cours du temps. Ça implique qu'on récupère les résultats réels. Ça, vous pouvez le faire manuellement en l'uploadant dans l'interface. Donc, c'est utile de le faire manuellement si vous récupérez les résultats peu fréquemment. Si vous êtes dans un cas d'usage où ces résultats, vous les récupérez chaque jour, ben, vous voulez le faire de façon programmatique. Et du coup, tout ce qu'on a fait depuis l'interface là, dans la démo, ben, on a une API qui permet de le faire. Donc, vous pouvez, par exemple, avoir un petit script qui récupère les résultats, qui les renvoie automatiquement à la plateforme MLOps. Comme ça, ben, tous les jours, ça se met à jour. Vous avez la performance au cours du temps. Et si vous avez mis les notifications en marche, et ben, vous pouvez avoir les informations sur la dégradation de votre modèle. Très bien. Une autre question qui concerne l'administration de la plateforme, notamment des déploiements. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs administrateurs de déploiement? Oui, pardon. Oui, c'est pas une seule personne. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la démo. À un moment, j'ai montré dans le déploiement qui était associé au modèle, pardon, au défaut de prêt. Je vous ai montré qui l'avait déployé. Je vous ai montré qui sont les personnes qui peuvent l'approuver. Il y avait plusieurs personnes. Du coup, vous pouvez avoir peut-être quelques personnes qui sont administrateurs de déploiement. Comme ça, si l'un est en vacances, et ben, ça ne bloque pas tout le process d'approbation. Je vois. Est-ce que MLOps peut être installable sur un cloud privé? Oui, bien sûr. Ouais. On peut déployer MLOps on-prem sur un cloud privé, un virtual private cloud, ou comme un SaaS. Oui, bien D'accord, sûr, c'est installable sur un cloud privé. d'accord, je vois, je vois. J'ai une autre question. Est-il possible d'ajouter ses propres métriques? Par exemple, si je cherche à prédire le mouvement de prix d'actifs financiers, j'aurais besoin de suivre en temps réel le profit, le profit and loss, donc les pertes et profits du modèle. Est-ce que aujourd'hui, peut-être Mingli peut répondre, mais la première réponse, là, est non, il n'y a pas de KPI personnalisable dans cette version. Vous le savez, donc DataRobot fait évoluer sa plateforme pratiquement tous les mois. Et dans notre roadmap produit, c'est quelque chose qui est prévu, d'avoir des KPIs custom. À la version actuelle, la réponse c'est non. Mais on peut parler de ce qu'on appelle le profit curve, la courbe de profit. Peut-être, Mingli, tu peux nous dire deux mots sur la courbe de profit qui est disponible aujourd'hui dans la solution AutoML? Oui, mais juste pour compléter ce que tu dis, donc en effet, dans la performance au cours du temps, je vous ai montré AUC, Gini, etc. Donc, vous avez ces métriques qui sont fournies. Si vous voulez les changer pour le moment, mais ça va être possible, mais pour le moment, ça ne l'est pas.
dans l'interface. Mais encore une fois, vous avez une API. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer avec la plateforme avec une API. Vous pouvez récupérer les résultats. Et si vous voulez récupérer les résultats et construire votre propre métrique, qui ne sera pas disponible dans l'interface, mais vous pouvez la calculer automatiquement, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Après, pour compléter la partie courbe de profit de Mathieu, c'est quelque chose qu'on a, sorti il y a 3 mois, je crois, et elle se base sur les matrices de confusion. Donc, bien, pour chacune de vos 4 parties de la matrice de confusion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer de mettre combien vous coûte un faux positif, un faux négatif, etc. Et ensuite, que vous puissiez identifier quel est le profit associé en fonction du seuil que vous avez identifié. Ok, Ça, c'est quelque chose qui est possible. Voilà, pardon. très bien, merci Mingli. Une autre question, est-ce qu'on peut consommer les prédictions sans avoir accès au dashboard de monitoring MLOps? Je la prends aussi. Alors, en fait, Maxence y a un peu répondu. D'accord. Il a dit qu'on pouvait voir les déploiements dont on était propriétaire et utilisateur. En fait, il y a un troisième rôle que j'avais évoqué qui est consommateur. Et en fait, les consommateurs, c'est des gens qui peuvent faire appel à l'API, donc qui peuvent faire des prédictions de notre déploiement, mais ils n'ont pas accès au dashboard. Enfin, ils ne voient pas le déploiement dans le dashboard. Donc, la réponse, c'est vous pouvez avoir accès à un déploiement sans voir comment le monitorer, etc., ou potentiellement sans avoir besoin d'accéder à la plateforme MLOps. Donc, vous êtes consommateur aussi. Très bien, je pense qu'on peut prendre encore une question. Est-ce que je peux mapper les droits avec des groupes préexistants dans mon LDAP? Maxence, peut-être? Ça te va si je prends la question, Migli? Du coup, oui. Vas-y. Ok. En fait, on peut on-prem ou VPC. Et puis aussi sur le Managed Cloud, on fournit du coup du multifactor authentication ou du single sign-on. D'accord. Également, on le fournit aussi on-prem ou VPC. Donc du coup, oui, on peut faire en sorte que on puisse mapper des droits avec des groupes préexistants. Voilà. Très bien, merci. Il me reste à vous remercier encore une fois pour votre participation. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou vous souhaitez approfondir un certain nombre de points. Nous serons à votre disposition. Merci et une très bonne journée. Au revoir.